Salut Internet, ici Coquerax au rapport. J'adore la GameCube, passionnément. Au programme, chasse aux bonnes affaires, pour pas que tu te fasses plumer dans les JV. Nostalgie, fun et collectionniste au rendez-vous les amis beaux. N'hésitez pas à me rejoindre, mais avant tout, place à l'excellentissime Doc7. Merci Coquerax, je reparle de toi à la fin de la vidéo. Comme vous le savez peut-être, je collectionne certains jeux rétro, particulièrement les jeux de GameCube et les jeux de consoles portables, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear, Microvision, etc., etc. Je commence donc à bien connaître le monde des vieux jeux vidéo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pièces dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs qui aimeraient pas mettre la main dessus. Allez, c'est parti. Voici un G-Con. C'est un accessoire qui était dispo pour jouer à certains jeux de la PlayStation 1. Perso à l'époque, alors que j'étais quand même un gros joueur de PlayStation 1, je me rappelle pas en avoir déjà croisé. Surtout qu'en comptant toutes les versions, il y avait qu'une quinzaine de jeux compatibles. L'un d'entre eux s'appelle Elemental Gearbolt. C'est un jeu sorti au Japon en 97 et aux États-Unis en 98. Vu qu'il est jamais sorti en Europe, il est peu probable que vous en ayez déjà entendu parler. C'est un jeu de tir assez particulier, très science-fiction, fantasy. Bref, un bon délire. En 98 donc, pendant l'E3, c'est juste le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui a lieu à Los Angeles tous les ans, et ben en 98, certains exemplaires du jeu pouvaient être gagnés via un concours. Le jeu venait dans une mallette avec un G-Con et une carte mémoire dorée. Il existe que 40 mallettes dans le monde et son prix à l'heure actuelle fluctue entre 1500 et 3000 $. Franchement, pour un truc qui n'existe qu'à 40 exemplaires, c'est pas énorme. Comment ça, il y a un Tetris dans ce classement? Pour comprendre pourquoi, il faut connaître un peu l'historique de Tetris. Mais vu le bordel que c'est, on va résumer le tout. En 84, Alexei Pajitnov, un soviétique, il crée Tetris pour s'amuser. Il montre le jeu à ses collègues de bureau qui deviennent tellement accros qu'Alexei se dit qu'il y a moyen de faire un truc bien. Sauf qu'à l'époque, en URSS, disons que la propriété intellectuelle, c'est assez lol comme concept. Surtout que le gars, il est chercheur à l'Académie des sciences, et il a créé le jeu là-bas. Donc le jeu appartient un peu quand même à l'Académie. Bref, c'est le bordel, on sait pas trop officiellement à qui appartient le jeu vidéo, des contrats sont signés avec plein de boîtes et Tetris commence à être produit sur plein de supports différents. Jusqu'à ce que Nintendo arrive dans la balance, signe elle aussi des contrats, fasse des procès à tout le monde et gagne les droits exclusifs du jeu, sur la NES et la Game Boy notamment. Du coup, Sega qui avait produit quelques exemplaires pour la Mega Drive au Japon est forcé de détruire ses stocks vu qu'elle peut pas les vendre. On pense que même pas 10 exemplaires du jeu ont survécu. Le plus célèbre appartient d'ailleurs à un collectionneur qui a rencontré Alexei Pajitnov en personne et qui lui a fait dédicacer son jeu. Il a ensuite mis en vente sur eBay à 1 million de $. Ouais bon ok, c'est un rigolo, personne va l'acheter à ce prix-là. Mais il précise que lui-même avait acheté le jeu pour la somme de 15 000 $. Ça fait beaucoup pour un Tetris. « 1991, on est en fin de vie de la NES. Bah ouais, c'est cette année-là que la Super Nintendo sort aux États-Unis. Mais avant de clore en beauté la carrière de cette console, Nintendo organise en 91 un championnat qui a lieu dans plusieurs campus d'universités américaines. Plusieurs cartouches d'un jeu ont été créées pour l'occasion. En gros, sur la cartouche, il y avait 3 jeux. Super Mario 3, Pinball, un jeu de flipper, et Dr Mario. Et le but du jeu était de faire le meilleur score au total. À la fin de la compète, Nintendo a détruit toutes les cartouches. Enfin, c'est ce qu'on pensait. En 2006, un collectionneur en retrouve une dans un vide-grenier organisé par un ancien employé de Nintendo, Jackpot. C'est le seul exemplaire connu. Depuis, il est passé entre plusieurs mains, mais la dernière fois que cette cartouche a été vendue, le prix est monté à 20 100 $. Rien que ça. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette histoire. Vous imaginez la tronche du collectionneur en tombant dessus comme ça dans un carton à un vide-grenier? Ça laisse quand même rêveur. En 91 donc, il y a eu le Nintendo Campus Challenge. Ok, mais en 90, il y a eu mieux. Le championnat du monde NES. Bon, ok, c'était uniquement aux États-Unis et c'était plus un truc marketing qu'une vraie compète. Toujours est-il que ce qu'il y avait à la gagne valait le coup de participer. Comme le Campus Challenge, le championnat se jouait sur une cartouche modifiée, où il fallait faire le meilleur score sur 3 jeux. Super Mario Bros, Rad Racer et Tetris.
À la suite de cette compète, plusieurs cartouches ont été distribuées aux gagnants et aux finalistes. 26 cartouches dorées et 90 cartouches grises. Elles ont toutes la particularité d'avoir des boutons visibles sur leur face avant, ça servait à modifier la durée de la partie. Certaines cartouches grises se sont vendues à plus de 15 000 $, et forcément, les dorées partent encore plus cher. Sur eBay, il y a même eu un achat record à 100 000 $. Bon, que visiblement l'acheteur n'a pas payé. Mais au final, on s'imagine bien que la cote du jeu doit quand même être astronomique. Le truc assez dingue, c'est que sur les 90 cartouches grises données en 1990, même pas la moitié ont refait surface. Ça veut dire qu'aux États-Unis, certaines personnes ont une mine d'or dans leur grenier. Les prix sont assez fous quand on y pense, pour des jeux qui existent quand même en quelques dizaines d'exemplaires, alors qu'on a vu dans le point précédent que la cartouche du Campus Challenge n'est partie qu'à 20 000 $. En fait, ça s'explique surtout par le fait que cette cartouche dorée, c'est la cartouche légendaire sur la NES. C'est un peu le Saint Graal, quoi. Encore une histoire de fou. Airred, c'est un de ces jeux faits par une petite boîte qui n'a pas du tout fonctionné. Ah bah c'est simple, il y aurait moins de 15 cartouches d'Airred en circulation. Et seulement 2 en boîte. Jusqu'à ce jour de novembre 2012. Pendant plusieurs années, un mec avait travaillé dans la section jeux vidéo d'un magasin. Il recevait souvent des représentants de petites sociétés qui voulaient voir leurs jeux commercialisés. Lui de son côté, il en profitait pour se faire une petite collection personnelle de jeux Atari. Et en octobre 2012, il décide de tout revendre. Il se balade donc sur le site Game Gavel, qui est une espèce d'eBay spécialisé dans les jeux rétro, et boum, qu'est-ce qu'il voit? Une cartouche d'Airred vendue 14 000 $. D'un seul coup, le gars se souvient d'une journée en particulier. Un représentant de Menavision, c'était la boîte qui avait fait Airred, était venu le voir dans son magasin et lui avait laissé une copie du jeu dans l'espoir de lui en vendre quelques-uns. Bon, l'histoire veut que le jeu était tellement nul qu'il avait rappelé le représentant en lui disant que no way, ton jeu il est pourri mon gars, on n'en veut pas, est-ce que tu veux que je te le renvoie? Chose à laquelle le gars aurait répondu ouais non, de toute façon, personne en veut, on en a vendu que 12 donc tu peux le garder. Et en fouillant dans sa collection, le gars remet la main dessus, le met en vente et jackpot 40 000 $. Il faut dire que c'est le seul exemplaire connu entièrement complet. Jeu, boîte et notice. Une bien belle histoire quand même. Vous pensiez qu'on en avait fini avec la NES, que la cartouche dorée des championnats du monde, le Saint Graal des collectionneurs Nintendo, était la plus rare. Eh ben non, désolé. Voilà un jeu bien moins connu, Stadium Event. Ce jeu est sorti fin 87 aux États-Unis. Il a été édité par Bandai. Pour l'utiliser, il fallait aussi acheter un accessoire, une espèce de tapis très fin sur lequel il fallait marcher. Sauf que début 88, Nintendo rachète les droits du jeu et de l'accessoire. Stadium Event est donc retiré des rayons pour renommer et recommercialiser l'accessoire à la sauce Nintendo. On estime que même pas 200 exemplaires du jeu sont arrivés dans les mains de joueurs pendant ce petit laps de temps. Et à l'heure actuelle, il n'y en aurait qu'une vingtaine en circulation. Plusieurs exemplaires se sont déjà vendus sur eBay ces derniers temps et ça oscille entre 20 000 et 40 000 $. Ouais, on est dans les mêmes eaux que les codes des cartouches du championnat du monde. D'ailleurs, une version scellée du jeu est réapparue en 2010. Un mec qui se baladait sur internet a vu que ce jeu s'était vendu pour plus de 15 000 $ et là il s'est souvenu d'une chose. Ce jeu, mais il l'a bordel! Et scellé en plus! À l'époque, il avait acheté le bébé en magasin avec sa femme, mais le magasin en question n'avait plus de tapis. Et puis ils ont tout simplement oublié d'y retourner. Il l'a finalement vendu pour 40 000 $, tranquille. Dans le monde du rétro, il existe ce qu'on appelle des cart modes. En gros, on reprend les lignes de code de jeux très rares, on sort son fer à souder et ses composants, et puis un petit peu de magie de l'électronique, on réimplante le tout dans une autre cartouche, et bim, tu peux y jouer sur ta console. Tous les jeux de cette liste, il est possible de les retrouver en cart mode, sauf Birthday Mania. Birthday Mania, c'est une histoire de dingue. En 84, Robert Anthony Tokar, il aime jouer aux jeux vidéo sur son Atari 2600. Un jour, il achète un bouquin de programmation et décide tout simplement de programmer un jeu, tranquille. En quelques mois, il y arrive et crée Birthday Mania. Le concept était plutôt rudimentaire. C'était une espèce de Space Invaders où on incarnait un bonhomme qui devait souffler ses bougies d'anniversaire. Mais le truc cool, c'est que le jeu était personnalisable. Est-ce que vous imaginez le truc pour l'époque quand même? En le commandant, on indiquait un prénom et le prénom était codé dans le jeu. Comme ça, tu l'offrais à ton petit frère Kevin pour son anniv, et quand il l'allumait, il y avait marqué « Joyeux anniversaire Kevin, souffle tes bougies !» Ouais, bon, ok, ça a l'air un petit peu nul. Et d'ailleurs, sa boîte n'en a vendu qu'une dizaine seulement. Et sur la dizaine, il n'y en a plus qu'un seul en circulation. Il appartient à un collectionneur anonyme. Et ce jeu est devenu mythique car personne ne savait à quoi il ressemblait. Aucune ligne de code, rien, impossible de faire des cartes mode. Jusqu'en 2012. Alors en gros, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un forum de fous d'Atari. Un mec explique dans un post de 2012
qu'il a réussi à remonter la piste du programmeur et il l'a contacté. Le mec a maintenant dans les 70 ans et s'en fout un peu du jeu. Du coup, il a accepté de filer le copyright du truc en échange d'une chose très simple, que les bénéfices d'éventuelles ventes aillent dans des œuvres de charité. Depuis, le mec qui l'a contacté a fait les démarches, il lui a envoyé un petit contrat à signer, il a chopé le copyright, et l'organisation américaine qui gère les copyrights lui a envoyé les lignes de code et des photocopies du manuel que le vieux avait déposé il y a 30 ans. A partir de là, le gars est parvenu à refaire une version du jeu et ils sont actuellement en train de développer des cartes mode. Franchement, je trouve cette histoire de détective privé un peu, mais complètement folle. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, certains beaucoup plus connus comme le Mega Man X3 sur SNES par exemple qui se vend facile à plus de 1500 €, ou tout simplement le jeu Gamma Attack sur Atari qui n'a été fabriqué qu'en un seul exemplaire. Mais comme d'habitude, j'ai dû faire un choix et j'ai trouvé ces histoires beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chaîne d'un copain, Concurax. Comme moi, c'est un collectionneur de vieux jeux vidéo et sa chaîne est consacrée à ça. Il nous raconte les vides-greniers qu'il fait, les trouvailles qu'il déniche et plein de trucs bien sympas sur la collection en général. Franchement, si vous aimez les jeux vidéo, vous allez forcément aimer sa chaîne. Quant à nous, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça vous êtes sûr de pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de flinguer ce foutu pouce bleu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.